Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le mercredi 18 mai. C'est parti pour 30 minutes d'actualité mosellane. Voici les titres du jour. Dans l'actualité, les tensions sont toujours vives entre le personnel soignant de l'hôpital de Jury et la direction. Un mouvement de grève a été orchestré par le syndicat CGT depuis ce mardi. Nous retrouverons notre journaliste Emma Facchetti sur place. Renouveler sa carte d'identité peut devenir un vrai parcours du combattant. Il faut s'armer de patience à l'approche des vacances scolaires tant les délais sont longs. Démonstration dans un instant. Enfin, nous avons rencontré un passionné de Lego, ce jeu d'enfant qui traverse le temps. Récemment, il a obtenu le record de la plus grande foire du monde construite en petites briques. Reportage à venir. La météo, demain le temps sera nuageux, le thermomètre perdra quelques degrés, comptez jusqu'à 28 degrés l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Luc Duponcel, chargé de la coordination du festival Rainbow Weeks et vice-président de l'association Couleur Gay. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons sur ce moment de culture consacré à la visibilité des luttes LGBTQI+, mais tout de suite, l'actualité du jour. Et on débute avec ces images de Metz touchées comme la plupart des régions de France par cette vague de chaleur jusqu'à 34 degrés par endroit dans la cité messine. Place de la République, les promeneurs étaient en quête d'ombre. Selon les estimations de Météo France, le thermomètre pourrait atteindre ce mois-ci des niveaux jamais enregistrés. Ces pics de température liés au réchauffement climatique sont amenés à devenir plus fréquents et plus précoces d'année en année. À l'hôpital de Jury, tension entre le personnel soignant et la direction. Le syndicat CGT a lancé un mouvement de grève depuis ce mardi 17 mai et jusqu'à ce vendredi. Sur place, nous retrouvons Emma Facchetti. Les soignants, Emma, déplorent la fermeture d'une unité d'un service de psychiatrie. Effectivement, Jean, l'heure est critique pour l'hôpital spécialisé de Jury. Manque de personnel, service en sursis, mouvement de grève. On fait le point avec Romain, infirmier à l'unité du service Migette de l'hôpital. Mardi matin, une centaine de soignants, médecins et personnel administratif ont manifesté devant le centre hospitalier pour dénoncer les conditions de travail. Alors justement, comment se porte votre service en ce moment ? Nous, donc actuellement dans notre service, on n'a pas vraiment de problème d'effectif parce que disons que l'effectif tourne assez bien, mais là on nous menace effectivement on adapte la ressource du personnel pour nous transférer de service. En fait, on va fermer le nôtre pour pouvoir assurer le manque de personnel d'un autre, en fait. Ce qui, du coup, la gestion du personnel est assez compliquée, quoi. Nous, on ne comprend pas pourquoi de réelles solutions ne sont pas apportées concernant le personnel. En fait, on dégrade l'offre de soins. Clairement, on va fermer un pavillon pour toujours réduire le nombre de pavillons. Et c'est les patients qui en payent le prix. Et justement, c'est quoi les conséquences sur le patient si votre service ferme ? Si vous voulez, on dégrade l'offre de soins, que ce soit en CMP, du coup c'est l'extérieur, en extra-hospitalier, il y a moins d'offres de soins, du coup les patients ont plus besoin de se faire hospitaliser, mais dans moins en moins de services. Donc au final, c'est un cercle vicieux. Alors la direction et les représentants du personnel vont se réunir jeudi matin pour faire un point et décider de l'avenir de cette unité. En attendant, la mobilisation continue. Le syndicat CGT du centre hospitalier a déposé un préavis de grève reconductible jusqu'au 20 mai. Merci Emma pour toutes ces précisions. À l'approche de l'été, renouveler sa carte d'identité peut être un vrai casse-tête. En effet, de nombreux Français ont des difficultés à prendre rendez-vous avant les vacances. C'est votre cas, Chloé Gaillard. Oui Jean, je me trouve actuellement face à l'hôtel de ville de Metz avec l'idée de faire renouveler rapidement ma carte d'identité. Alors vous le savez, depuis plusieurs mois, ce document officiel, tout comme le passeport d'ailleurs, fait l'objet de toutes les convoitises avec des délais d'obtention conséquents. Depuis quelques jours, le gouvernement a mis en place un dispositif pour accélérer la procédure. Mais qu'en est-il à Metz ? Suivez-moi. Depuis le mois de février, la municipalité de Metz croule sous les demandes, provoquant un véritable engorgement des services et des délais à rallonge pour les administrés. Principale raison, l'amélioration de la situation sanitaire, l'approche de la période estivale et de celle des examens de fin d'année scolaire. Aujourd'hui, ce résident messin arrive enfin à ses fins.
Je suis venu du Sablon pour essayer de trouver un rendez-vous aujourd'hui par rapport au passeport. J'ai essayé depuis 2 mois, donc ça a été très compliqué d'en avoir. Donc je fais le tour de toutes les mairies de Metz. Du coup là aujourd'hui on vient de me prendre à la mairie de Metz-Centre, donc en espérant que voilà, ça va se faire. Pourtant, 11 lieux sont dédiés au service de renouvellement des titres d'identité à Metz, avec des délais qui varient selon les effectifs municipaux mis en place. Nous avons actuellement pour la ville de Metz 11 lieux dans lesquels on peut faire son passeport ou sa pièce d'identité. Sur ces 11 lieux, on a 3 temporalités différentes, c'est-à-dire qu'à la gare de Metz, vous allez avoir 15 jours de délai en moyenne. Concernant l'hôtel de ville, ici, vous allez avoir plutôt 20 jours, 20 à 21 jours. Et puis dans les mairies de quartier, vous allez avoir un délai qui va aussi entre 28 jours et 30 jours. L'astuce, se connecter sur la plateforme de Metz Métropole à minuit pile. Des centaines de rendez-vous sont rouverts chaque nuit suite à des désistements. Il est également recommandé d'effectuer une prédemande en ligne afin de réduire la durée des rendez-vous. Vous l'aurez compris, il vous faut 5 à 6 semaines pour obtenir le Saint Graal à Metz, mais à partir de votre premier rendez-vous, un rendez-vous qui peut mettre plusieurs semaines pour être obtenu. Alors, si vous souhaitez partir bientôt à l'étranger, ne tardez pas à faire le nécessaire rapidement. Alerté sur les ravages de la déforestation, voici le message porté par le documentaire Frères des arbres. Depuis sa diffusion en 2017, le principal protagoniste, le chef papou Modibé Kepanga, ne cesse de se déplacer partout dans le monde pour sensibiliser les différentes populations. Du Sénat à la COP21 ou encore l'UNESCO, il est venu porter la voix de son peuple en Occident. Hier, il était à l'espace Europa Courcelles de Montigny-lès-Metz. Chloé Gaillard lui a tendu le micro. Ils étaient des centaines de curieux à vouloir découvrir l'histoire de Modibé Kepanga. À travers son documentaire Frères des arbres, le chef papou sensibilise aux ravages de la déforestation en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour transmettre son message partout dans le monde, il a pu compter sur son équipe. Il est rare qu'on donne véritablement la parole aux chefs autochtones. Et donc son point de vue, son regard, qui n'est pas ethnocentré, qui est vraiment un point de vue de l'intérieur, un point de vue d'une voix de la forêt d'une certaine façon. C'était vraiment important de le laisser, de se développer, de nous mettre au service de sa parole pour qu'il puisse exprimer véritablement ce qu'il pense sur la question de la déforestation. Diffusé depuis 2018, le documentaire semble avoir convaincu une partie des populations. Depuis que nous avons réalisé ce film, la situation a changé. Un nouveau ministre qui s'appelle James Marapé a abrogé les lois SABL et exploité un certain nombre de terrains occupés illégalement. Lorsque nous avons tourné ce documentaire, il y avait 300 exploitations. Maintenant, il n'y en a plus que 50. Donc la situation a vraiment évolué de façon positive. Il y a eu un mouvement Frères des arbres qui s'est mis en place en France. Le chef papou, Modibé Kepanga, le personnage principal du film, est intervenu dans de nombreux établissements scolaires. Il a projeté le film, il a planté des arbres avec des élèves, etc., ou des responsables politiques, etc. La suite du documentaire sera tournée cet été afin de montrer les projets de protection, de développement et d'agroforesterie mis en place depuis la diffusion du premier volet. Et on passe maintenant à notre rubrique environnement. Leurs ventes explosent surtout depuis la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s'en est suivie. Les panneaux solaires connaissent un essor sans précédent, plus 64% d'installations en un an. Cela représente une hausse de 11% de la production d'électricité d'origine solaire en 2021 par rapport à 2020. Exemple avec Lucie Philippot. Voilà ton installation solaire, donc 6 kW, 16 panneaux en micro-onduleur. Avec un boîtier de Stéphanie communication. est propriétaire de cette maison et vient d'y faire installer des panneaux photovoltaïques. Pour cela, elle a fait appel à l'entreprise de Christophe qui a pu poser en une journée ses 16 panneaux. Attends, il est bleu. Avec l'augmentation actuelle des prix de l'énergie, cette jeune femme de Metzerville a enfin sauté le pas. Alors on y avait pensé il y a une dizaine d'années, effectivement, quand les aides de l'État étaient importantes. Sauf qu'après, le temps de réfléchir, on n'avait pas assez de recul. Et là, ce qui nous a vraiment fait réfléchir sérieusement, c'est la guerre en Ukraine, avec les augmentations des énergies, et puis le fait qu'on pouvait consommer l'électricité. Là, ça a été, on s'est dit, pas au point d'être autonome, mais en tout cas de pouvoir réduire les factures de façon assez intéressante. Grâce à cette installation, Stéphanie pourra faire une économie de 50 à 60% sur sa facture annuelle. Depuis le début de l'année, en France, la demande a augmenté de 30%. Et ça, Christophe s'en est bien rendu compte.
La proportionnalité en ce moment, c'est plutôt 70% de photovoltaïque, 30% d'électricité. Donc là, depuis le début de l'année, fin de l'année dernière, depuis l'année dernière, on a entre 3 et 5 demandes par jour pour de la production d'autoconsommation de photovoltaïque sur le secteur. Et on fait 3 à 4 installations par semaine. Accessible, l'installation se pilote par application pour connaître en temps réel sa consommation et ainsi pouvoir mieux la gérer. Il faudra 7 années à Stéphanie pour obtenir de la rentabilité et ainsi bénéficier pleinement de ses panneaux photovoltaïques. Comme tous les mercredis, Alicia Iblot vous invite à ouvrir la boîte à malice pour faire le plein de culture. On n'en a jamais assez. Il sera question du festival Blida, de la dernière exposition de la vitrine éphémère à Metz, et puis le festival Les Riches Heures de l'Opus 100 sera également évoqué. Un festival dont la programmation s'est construite autour de l'orgue monumental de l'église Saint-Martin d'Ayange. L'organiste Olivier Schmitt nous explique le fonctionnement. Regardez. Alors la particularité de l'orgue, c'est que c'est un instrument qui va allier un très grand nombre de tuyaux pour créer une sonorité globale. Pour chaque note de chaque registre, on a un tuyau. C'est pour ça que dans un orgue comme celui-ci, on arrive à plus de 3200 tuyaux, comme je disais tout à l'heure. Et c'est cette richesse des différents timbres, cette palette sonore qui va en faire tout l'intérêt. On peut utiliser des nuances très subtiles, on peut après faire des choses beaucoup plus crues au niveau des couleurs, avec, comme on peut trouver chez les peintres fauves par exemple, où on pourrait avoir des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus douces. Entretien à découvrir en intégralité ce soir à 19h, donc dans la boîte à malice et sur notre site internet moselle.tv. Depuis le 15 avril et jusqu'au 29 mai se déroule la 2e édition du festival Photographie Mon Amour. Des œuvres sont exposées à la basilique Saint-Vincent à Metz. L'association Messine Bout d'Essai est à la manœuvre avec la complicité de Photo Forum, Street Photo Luxembourg et Pixel Cult, reportage Emma Facchetti. La basilique Saint-Vincent renferme de nombreux trésors architecturaux, mais aussi photographiques. À l'occasion du festival Photographie Mon Amour, les œuvres de cet artiste reconnu ont investi l'édifice. Construit au XIIIe siècle, le monument historique devient, le temps de l'exposition, un musée à part entière. Justement, la dimension anciennement sacrée du lieu transpire encore quand même à travers son architecture, les vitraux, la manière dont elle s'agence et dont justement les œuvres d'art s'intègrent dans celle-ci. On va dire, exposé dans un musée, le musée est pensé pour mettre en valeur les œuvres d'art, alors que dans la basilique, il faut vraiment penser à intégrer les œuvres d'art pour pas qu'elles se fassent écraser par le lieu. Pour cette 2e édition, le festival expose un échantillon de la photographie contemporaine, des clichés naturalistes d'Olivia Lavergne à l'enquête documentaire de Mathieu Asselin, en passant par le reportage humanitaire et social d'Édouard Elias. On veut faire une exposition éclectique. On y présente des photographes qui font de la mise en scène aussi bien que du documentaire. Et on a une ambiance qui est très variée d'une scénographie à une autre, puisque les scénographes ont en plus créé des espaces propres à chaque artiste. Et au cœur de l'édifice trône La pièce maîtresse, une rétrospective de Julia Fullerton-Batten. Cette photographe d'art anglaise expose ses œuvres les plus connues, mais aussi les tirages qu'elle a réalisés lors de sa résidence à Metz en février dernier. Quand on a accueilli Julia, on ne s'est pas rendu compte en fait, de l'ampleur du projet. Il se trouve que pour des sets comme celui-ci, il y a environ 30 à 40 lampes qui sont utilisées, même si on voit qu'il y a un seul modèle et un seul cheval. Et pendant toute la semaine, c'est une équipe de 35 personnes qui a suivi Julia pour que tout se réalise bien, donc maquillage, coiffure. Chaque jour, près de 50 à 500 personnes viennent à la basilique pour admirer ces photographies. Petit retour en enfance avant de retrouver notre invité. Ils sont depuis les années 50 véritablement indémodables. Les Lego, ce jeu d'enfant que certains érigent au rang d'art, sont à l'origine de toutes les folies. Nous sommes allés à la rencontre d'un véritable passionné, Stéphane Grosmangin. Il a imaginé et modélisé la plus grande fête foraine en Lego du monde, un exploit homologué par le livre des records. Reportage Fanny Bragard. Il avait déjà conquis la planète Lego
Mais avec sa fête foraine composée d'1 million de briques et d'une superficie de 30,66 m, Stéphane a changé d'orbite. Le 25 avril dernier, il est entré dans le Guinness Book des records. Les gens étaient vraiment bluffés par ce qui a été possible de faire sur ce diorama, quoi. Et ouais, ils en ont pris plein les yeux. Suivi par 6 000 abonnés, ce De Vinci de la construction en plastique est un affole, un adulte fan de Lego. Retombé dans ses briques il y a 8 ans, le chef cuisinier peine à contenir sa passion. J'ai voulu retrouver un peu les sensations que j'avais quand j'étais enfant, de pouvoir m'amuser et de m'évader avec ça. Et de là, c'est reparti de plus belle, quoi. Avec forcément d'autres moyens quand on est adulte, financiers, qu'on a étant plus jeune, quoi. Dans les 9 mètres carrés de bazar organisé de cet éternel rêveur, le moindre espace est optimisé. Là, il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. C'est un truc de fou. Là, il y a des briques. Là, il y a même des casiers qui n'ont pas été encore triés, où il y a un petit mélange de tout. C'est ça qui est aussi sympa dans le Lego, c'est de rechercher ce qui nous manque. Après, si j'ai pas cette pièce, on peut se retourner vers les communautés un petit peu affoles, où on va pouvoir s'échanger des pièces. L'engouement est tel que si les pièces basiques s'échangent à 10 € le kilo, les prix peuvent très vite grimper. Donc une création, quand je fais une attraction, on ne va pas la croiser à tous les coins de rue et Lego ne va pas la commercialiser. Donc forcément, c'est vraiment un modèle qui va rester unique, quoi. Donc ça a plus une valeur sentimentale que pécuniaire. Mais même si pécuniairement, ça a une certaine valeur, quoi. Inestimable, le diorama forain de Stéphane est surtout sans limite, à l'image des combinaisons quasi infinies offertes par quelques briques de Lego. Et on retrouve tout de suite l'invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Luc Duponcel, chargé de la coordination du festival Rainbow Weeks et vice-président de l'association des couleurs gays. Donc vous êtes avec moi. Ce festival dure du 17 mai au 18 juin, je vais y arriver. On y aborde toutes les problématiques gravitant autour de la culture LGBTQI+. Et c'est sa force, Luc Duponcel, finalement, toutes ces problématiques qui sont abordées. L'inauguration a justement eu lieu hier soir pour la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On a un festival Rainbow Weeks qui regroupe un champ très large, comme vous avez pu le dire. On aborde à la fois la question de la lecture, puisqu'on a le salon du livre qui commence ce week-end, donc la lecture LGBTQI. On a une programmation cinématographique au club tout le week-end du 3 au 4 juin. On a du coup aussi des événements plus ponctuels tels que des soirées à thème, notamment je pense à une soirée drague ou alors des apéros pour les seniors LGBT, des apéros lesbiens, mais on a aussi du coup des soirées plus festives, notamment au 396 Café ou au Rift. En tout cas, ce qui fait la force de ce festival, c'est qu'on parle justement de la culture LGBTQI+, puisque notamment la place de ces personnes dans le monde de la culture est assez très caricaturale par moment, et du coup c'est assez intéressant que Couleur Gay puisse mettre en avant la culture à travers donc, cette nouvelle édition des Rainbow X. Alors vous nous avez cité quelques événements. Quels sont les moments forts du festival qu'il ne faut pas manquer? Alors je vous dis tout de suite le salon du livre de ce week-end. C'est qu'on aura des invités incroyables comme Sam Boursier ou alors Didier Lestrade qui était le fondateur de Act Up. Ensuite je vous conseille à 100% le festival de cinéma donc, du 3 au 4 juin. Surtout que c'est une programmation qui est très feel good. On n'a pas une caricature où les personnages LGBT finissent par mourir du sida ou alors par se suicider. Je sais que c'est anodin dit comme ça mais c'est quand même ce qui arrive beaucoup. Donc ça, je vous conseille cette date. Et surtout, le Metz Pride Day, bien sûr. Oui, le point d'orgue de ce festival, le Metz Pride Day, marche le 18 juin. Une grosse journée pour clôturer un mois d'exposition, de débats, de soirées, de cinéma et bien d'autres. Oui, bien sûr. Surtout qu'on attend énormément de monde, étant donné que les différents sujets qu'on aborde sont très divers. On parle à la fois d'intersectionnalité, donc de lutte contre le racisme, d'égalité femmes-hommes. De nombreux partenaires sont sollicités, tels que à la fois des institutions, mais aussi des associations locales. On s'attend à ce que la plupart des gens puissent en fait trouver un événement qui leur convient. Si vous-même vous êtes adepte des jeux vidéo, par exemple, il y a une soirée gamer. Oui, parce que c'est un festival qui s'adresse à tout le monde. Oui, bien sûr. Ça, il faut bien le dire aux téléspectateurs, ça s'adresse à tout le monde. On a justement à la fois la jeunesse avec un apéro spécial jeunes moins de 25 ans, jusqu'à du coup, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, un apéro senior pour la vieillesse LGBT. Alors il y a ce festival qui est un moment fort dans l'année, mais la lutte contre les discriminations, c'est toute l'année.
Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, Couleur Gay est un acteur majeur sur l'éducation populaire. D'ici la fin de l'année scolaire, là, on aura réussi à sensibiliser par nos interventions en milieu scolaire plus de 10 000 lycéens, lycéennes et collégiens et collégiennes sur donc, les questions d'orientation sexuelle, de genre, mais aussi l'égalité femmes-hommes, de lutte contre la xénophobie et tout. Et c'est quelque chose qui est très important puisque le travail d'éducation populaire permet de faire changer les mentalités au fur et à mesure. En plus, on a d'excellents retours à chaque fois, vu que la formation est très pédagogique, les élèves sont extrêmement satisfaits, les établissements en redemandent, on est même surchargé du coup par les établissements. Alors en début de semaine, un petit point fait divers, une plaque commémorative dans un square de la ville de Metz a subi des dégradations anti-LGBT. Quelle est votre réaction, tout simplement ? Moi, ça m'indigne. Enfin, je trouve ça encore incroyable parce que on est dans un climat où on a une extrême droite qui notamment instrumentalise les minorités de genre, minorités sexuelles, les minorités en général dans des objectifs électoralistes, ce qui est complètement faux. Et du coup, on s'en prend à des symboles juste mémoriaux. Et ça n'a pas de sens, parce que quand on y réfléchit, mis à part juste dire je suis vraiment contre le fait que vous soyez visible, ça change rien finalement. Et c'est vraiment partager sa rancœur pour la partager. Hier soir, ce qui s'est passé, je vous passe l'anecdote, mais j'ai rentré du festival du coup de l'inauguration et je me suis fait agresser, enfin pas agresser, mais je me suis fait insulter sur le chemin quoi. Et donc c'est quand même incroyable qu'alors que Couleur Gay est active et cherche justement à faire rendre visibles les questions de lutte contre les discriminations par le festival notamment, et qu'on continue quotidiennement de recevoir ça en pleine gueule. Effectivement, vous faites beaucoup de choses avec Couleur Gay, mais est-ce qu'à côté, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis justement pour lutter contre ces discriminations ? Si. Moi, mon avis très personnel, c'est que je pense qu'il faudrait davantage donner de subventions aux associations, même si initialement ça devrait être une mission de l'État. C'est très simple de pouvoir dire on va donner les moyens, mais des moyens suffisants aux associations pour lutter contre les discriminations. Mais vous voyez le travail qu'on fait en lycée et collège, on aimerait avoir encore plus de moyens pour sensibiliser davantage de jeunes. Parce que ça part dès l'éducation. Oui, c'est ça, exactement. C'est une formation tout au long de la vie. Alors la communauté, vous l'avez dit, souffre de clichés, de stéréotypes qui peuvent lui être attribués. Comment les déconstruire, ces clichés, ces stéréotypes ? Comment faire face ? Aujourd'hui, on a beaucoup d'avantages grâce à l'audiovisuel. On a beaucoup plus en plus de documentaires, de films, de livres, de lectures. Justement, c'est pour ça qu'on parle des Rainbow Weeks, du festival culturel, pour mettre en avant des documents pour pouvoir s'instruire par nous-mêmes. Mais on a un phénomène quand même sociétal où, par l'émancipation de la jeunesse et de l'usage des réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes arrivent à s'éduquer par eux-mêmes sur ces questions-là. En revanche, on a quand même des associations comme Couleur Gay, qui sont les centres LGBT, qui permettent de pouvoir directement accueillir les personnes qui se posent des questions et aussi pouvoir former des personnes qui tout simplement aimeraient en savoir plus. En tout cas, il y a des outils que nous, Couleur Gay, on met à disposition et qu'on invite les personnes à venir nous rejoindre pour cette raison-là. Pour revenir très rapidement sur le festival, comment vous voyez la fréquentation ? Vous attendez à beaucoup de monde ? Oui. Franchement, au vu de l'inauguration qu'il y a eu hier soir, je m'attends à énormément de monde qui va participer sur chacun des événements, puisqu'on a des retours très personnels sur nos propres réseaux de l'association, où on voit qu'il y a une véritable demande et des intérêts pour chaque événement qui est produit, mais on s'attend à une très grosse participation, notamment aussi pour la marche des fiertés. C'est la 4e édition du festival. Oui. Il a été interrompu pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire. Oui, plaisir aussi de pouvoir revenir sur le terrain. Enfin. Oui, tout à fait. C'est une joie et on voit du coup que ça avait manqué aux personnes puisque, comme j'ai pu le mentionner, on va avoir une grosse fréquentation et donc il y a une volonté que Couleur Gay se réimplante dans la cité et pouvoir proposer des choses qui sont à proposer par l'association. Merci infiniment Luc Duponcel d'avoir été notre invité. Donc ce festival du 17 mai au 18 juin, Rainbow Weeks, ne manquez pas le rendez-vous. Nous terminons cette séquence d'informations avec l'image du jour, comme chaque jour. Hier soir, c'était le TEDx à l'Arsenal, soirée conférence sur le thème du courage, organisée par le club d'entreprise Rive de Moselle. Le public a répondu présent, environ 800 personnes ont écouté les 8 speakers venus partager leur expérience. Parmi eux, des locaux comme Raphaël Pitti, spécialiste en médecine de guerre, le président des Traiteurs de France, Alain Marco Tullio, mais aussi Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie cognitive, ou encore Arthur Guérin, champion du monde d'apnée. Une soirée pour apprendre, réfléchir, motiver et bien sûr s'inspirer.
Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du face-à-face. Arnaud Demerlet reçoit Benoît Bradel, directeur du Passage Transfestival. Enfin, à 19h, ne manquez pas la boîte à malice avec Alicia Iblot. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain.